Après que ma fille de 8 ans, Clara, ait eu le mal des transports, mes parents l'ont forcée à sortir de la voiture et l'ont abandonnée sur une route de campagne déserte, car elle gâchait le plaisir des autres petits-enfants. Je n'ai pas crié. J'ai agi. 2 heures plus tard, leurs vies ont commencé à s'effondrer. Le téléphone a sonné en plein milieu de ma journée de travail. Le nom de maman s'affichait à l'écran. J'ai failli ne pas répondre. Elle appelle généralement pour des mots de passe oubliés ou pour me parler d'une autre collecte de fonds à laquelle elle veut que je contribue, mais j'ai décroché. Sa voix était vive, presque joyeuse. Delphine, il faudra que tu viennes chercher Clara. Elle a été malade en voiture. On l'a laissée à un endroit sur la route. C'est tout près. À seulement 15 minutes de chez toi, je pense. J'étais pétrifiée. Pardon ? Quoi ? Elle était malade, a dit maman comme si elle annonçait la météo. On ne pouvait pas risquer que les autres enfants l'attrapent. Et nous avons un vol à prendre. On ne pouvait pas attendre. Tu peux être là rapidement. Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu. Vous avez laissé ma fille sur la route ? Elle va bien, a dit papa, la voix étouffée mais ferme, depuis l'arrière-plan. Ne réagis pas de façon excessive. On l'a déposée là où il y a des gens. Réagir de façon excessive, n'est-ce pas ? Parce que quand votre fille de 8 ans vomit en voiture, la réponse raisonnable est de la jeter sur le bord de la route comme un bagage indésirable. Spoiler, il n'y avait personne. Non pas que cela aurait rendu la chose meilleure. Ils m'ont envoyé une épingle de localisation et ont raccroché comme ça. J'ai attrapé mes clés et j'ai couru. Le trafic était dense. Mes mains serraient le volant si fort que mes phalanges blanchissaient. Les mots de mes parents continuaient de tourner dans ma tête, elle va bien. Ne réagis pas de façon excessive. Ils avaient toujours été doués pour ça, faire passer la cruauté pour du bon sens. Quand je suis arrivée à l'endroit indiqué, mon cœur s'est serré dans ma gorge. Elle était là, ma petite fille, debout, seule, serrant son sac à dos contre sa poitrine comme un bouclier, les yeux rouges d'avoir pleuré. La route était vide, l'air pesant, et l'espace autour d'elle ressemblait à une punition. Elle paraissait si petite sur cette étendue d'asphalte désolée. Au moment où elle m'a vue, son visage s'est froissé. Elle a couru vers la voiture, trébuchant, et s'est effondrée dans mes bras. Maman. Tout son corps tremblait. Je l'ai serrée aussi fort que j'ai pu. Je suis là. Tu es en sécurité maintenant. Les larmes sont venues par vagues, ces mots mêlés de sanglots. Ils ont dit que je ne pouvais pas venir. Ils ont dit que j'étais trop malade, mais je n'étais pas, elle a dégluti difficilement. J'ai juste eu le vertige en voiture. Je me suis penchée pour la regarder. Ses joues étaient striées, ses mains tremblantes. Tu as eu le mal des transports ? Elle a hoché la tête, la lèvre tremblante. C'est tout. Alors voilà. Pas la grippe, pas une gastro, rien de contagieux ni de grave. Le mal des transports, la chose qui arrive parfois aux enfants, la chose pour laquelle on les réconforte, on leur donne de l'eau, on baisse la vitre, on leur promet une glace plus tard. Et pour cela, mes parents avaient décidé de l'abandonner. Je l'ai attachée à côté de moi, j'ai démarré la voiture, et j'ai forcé ma voix à rester ferme. Écoute-moi, Clara. Tu n'as rien fait de mal. Rien. Ce n'est pas ta faute. Elle a reniflé, fixant ses mains. Ils ont dit que j'avais tout gâché. Un rire sec m'a échappé, amer et cinglant. Chérie, la seule chose gâchée ici, c'est leur crédibilité en tant que grands-parents. Elle a esquissé un sourire hésitant à cela, mais les larmes ne se sont pas arrêtées. Je nous ai ramenés à la maison, chaque kilomètre resserrant la colère en moi. Mes parents pensaient avoir été malins. Ils pensaient avoir déguisé la cruauté en logique. Elle était malade. Il fallait penser aux autres. On avait un vol à prendre. Mais tout ce que je pouvais voir, c'était le visage de ma fille, pâle et couvert de larmes, seule sur cette route vide. À la maison, j'ai installé Clara sur le canapé avec une couverture et un verre d'eau. Elle s'accrochait à moi comme si elle avait peur que je disparaisse aussi. Je lui ai caressé les cheveux, ma voix calme pour elle. Tu es en sécurité. Je suis là,
et je te promets que tu ne revivras jamais ça. À l'intérieur, mes pensées brûlaient. Il pensait que j'allais avaler ça, que j'allais laisser passer parce qu'il l'avait enveloppé dans des excuses, que je continuerais à payer, à contribuer, à les aider. Ils n'avaient aucune idée à qui ils avaient affaire. Car au moment où j'ai serré Clara dans mes bras sur le bord de la route, quelque chose a changé. Ce n'était pas juste une autre insulte, une autre manipulation, un autre « oups, on ne voulait pas dire ça comme ça ». C'était la ligne rouge, et il l'avait franchie. Je me suis assise à côté de ma fille tandis que sa respiration se calmait enfin, sa petite main serrant la mienne. Elle a chuchoté « Tu es fâché contre moi ?» Ma gorge s'est serrée. « Non, chérie. Je suis fâchée contre eux et ils vont bientôt le regretter. » Elle s'est endormie, sa poitrine se soulevant et s'abaissant doucement, pendant que je fixais le plafond, chaque nerf de mon corps vibrant de détermination. Il pensait qu'abandonner Clara était pragmatique. Je savais que c'était impardonnable, et bientôt leur vie commencerait à se défaire. Si vous voulez comprendre pourquoi j'ai craqué, vous avez besoin de toute l'histoire. Cela ne sortait pas de nulle part. Mes parents ne sont pas soudainement devenus des gens qui pensent que laisser une enfant de 8 ans au bord de la route est raisonnable. Non, ce genre de pensée a des racines, et je trébuchais sur ces racines toute ma vie. J'ai grandi comme une pensée après coup. Mon frère, 2 ans plus âgé, était le préféré. Pas d'une manière que vous pourriez montrer devant un tribunal, pas d'une manière qui ferait un titre net. C'était plus silencieux que ça. Plus subtil, le genre de favoritisme dont vous pouvez presque vous convaincre que vous l'avez imaginé. Presque. Quand j'avais 11 ans, ils ont réservé des vacances en famille en Espagne, à Majorque, la mer, les plages, la totale. La même semaine où j'avais ma compétition régionale de gymnastique. Je leur en avais parlé des mois à l'avance. J'avais entouré la date sur le calendrier. Ils y sont allés quand même. Oh non, a dit maman plus tard, penchant la tête avec une fausse inquiétude. Tu as du mal l'écrire. Je ne l'avais pas fait. Ils sont rentrés avec des sacs de souvenirs, des histoires sans fin, et ce refrain lancinant, quel dommage que tu n'aies pas été là. Comme s'ils avaient trébuché et accidentellement acheté des billets, embarqué dans un avion et été absents pendant 2 semaines. Ce refrain m'a poursuivi pendant des années. Chaque fois que quelque chose était prévu alors que je ne pouvais pas y aller. Quel dommage que tu n'aies pas été là, prononcé avec un sourire, dégoulinant de fausse innocence. J'ai appris très tôt que ma présence était facultative. Mon absence était commode. Plus tard, j'ai décidé que si je ne pouvais pas être désirée, je serais au moins indispensable. Je me suis jetée à corps perdu dans mes études, puis dans mon travail, luttant pour mon indépendance. J'ai atterri dans la finance, à la défense. Glamour seulement si vous trouvez les tableurs glamour, mais stable. Et oui, ça paie bien. Mon mari s'en sort aussi. Ensemble, nous sommes à l'aise. Et dans ma famille, à l'aise est le code pour « tu auras la plus grosse facture ». Nous avons ce qu'on appelle un « système ». Tout le monde contribue ce qu'il peut. Beau sur le papier. En pratique, cela signifie que si vous gagnez moins, vous contribuez moins. Et si vous gagnez plus, vous en assumez plus. Ce qui serait bien si, plus, ne signifiait pas éventuellement, tout. Pour les vacances en famille, je finissais par payer 1005 cents à 2000 €, tandis que les autres mettaient 200 €, peut-être 5 cents s'ils se sentaient généreux. Le fonds d'urgence, une idée noble, soi-disant pour les vraies crises. J'y mettais 600 € par mois. Mon frère, l'enfant prodige, environ 150 €. Devinez l'argent de qui a couvert le manque de paiement hypothécaire de maman et papa le printemps dernier, ou leur assurance voiture, ou les nouvelles lunettes de papa. Spoiler, pas lui. Et parfois, je ne le savais même pas avant que l'argent ne soit parti. Un message dans le groupe de discussion, on a dû utiliser le fonds. J'espère que ça va. Comme si j'avais le choix. Ce n'était pas seulement de l'argent. J'ai co-signé leur prêt immobilier. Co-signé leur leasing automobile. Soi-disant juste pour les aider à obtenir un meilleur taux. Mais nous savions tout ce que cela signifiait. S'ils dérapaient, la banque viendrait me chercher. Ils avaient enchaîné ma cote de crédit et appelé ça un devoir familial.
Et pourtant, j'ai accepté. Pourquoi? Parce que je voulais que Clara ait ce que je n'avais jamais eu. Des cousins, des grands-parents, des vacances en famille, des souvenirs qui ne commençaient pas par « Quel dommage que tu n'aies pas été là ». Alors, j'ai acheté la paix. J'ai acheté l'appartenance pour ma fille, même si je ne l'ai jamais eu moi-même. Ce qui m'amène au voyage. Ce n'était pas n'importe quel voyage. C'était Disneyland Paris. Les attractions, les parades, le genre de publicité qui font sauter les enfants sur le canapé en scandant « Quand est-ce qu'on y va? Quand est-ce qu'on y va ?» Clara suppliait depuis plus d'1 an. Chaque fois qu'elle voyait ses cousins, elle demandait « On y va bientôt ?» Quand l'invitation est arrivée, chronométrée bien sûr pour l'une de mes semaines les plus chargées au travail, j'ai failli dire non. Le schéma était trop familier. Mais le visage de Clara quand elle a entendu la destination, elle s'est illuminée comme un matin de Noël. Alors j'ai cédé. Je me suis dit, ce sont ses grands-parents. Ils s'occuperont d'elle. Que pourrait-il mal se passer? Mon mari ne pouvait pas intervenir. Non seulement à cause du travail, mais parce que l'idée de passer une semaine avec ma famille sans moi lui donne de l'urticaire. Alors Clara est partie sans nous, serrant son nouveau sac à dos, souriante d'une oreille à l'autre. Et moi? J'ai payé la facture. 850 € pour le billet d'avion de Clara, sa part de l'hôtel et son billet d'entrée au parc. Encore 1200 € pour les frais de groupe parce que, bien sûr, je gagne plus. 2050 € au total, plus du double de ce que n'importe qui d'autre avait donné. Je me suis dit que ça en valait la peine. C'était la chance de Clara d'avoir le voyage dont elle rêvait. Mais au fond de moi, je savais que je répétais l'histoire. J'avais payé le privilège d'être exclue. Rétrospectivement, je n'arrive pas à croire à quel point j'étais naïve. Je pensais que leur jeter de l'argent achèterait la sécurité, l'inclusion, l'amour. Au lieu de cela a valu à ma fille une place sur le bord d'une route vide, pleurant dans son sac à dos pendant que ses grands-parents appelaient ça « pragmatique ». Ils ne le savaient pas encore, mais les fissures dans leur petit monde parfait avaient déjà commencé. Clara m'a demandé à nouveau la nuit suivante. Elle était recroquevillée sur le canapé avec son carnet de croquis, gribouillant sans conviction, ses lignes tremblantes. Elle n'a pas levé les yeux quand elle a chuchoté « Maman, est-ce que j'ai vraiment tout gâché pour tout le monde ?» C'était la 2e fois. Elle avait déjà demandé une fois, et je lui avais dit non. Ce n'était pas sa faute. Mais la voilà à nouveau. La même question, brute et déchirante. C'est dire à quel point il l'avait blessée. J'ai mis le carnet de croquis de côté et je me suis accroupie devant elle. « Chérie », ai-je dit, d'une voix ferme. « Tu n'as rien gâché. Ils l'ont fait, et ils vont le regretter. » Ses yeux se sont remplis, mais elle a cligné des yeux fortement et a hoché la tête. Et pour la première fois depuis le bord de cette route, j'ai senti quelque chose de dur et de certain s'ancrer en moi. Ils pensaient que j'allais avaler ça. Ils pensaient que je resterais silencieuse, que je continuerais à payer, à les aider. Non, ça se termine maintenant. La première chose que j'ai faite a été de m'asseoir et de couper tous les liens. Clic, annulation du virement récurrent vers le fonds d'urgence. Adieu les 600 € par mois. Puis les contributions au voyage de groupe, toujours gonflées par mes extras, annulées. Le prêt immobilier, le leasing automobile, le nœud coulant qu'il m'avait mis autour du cou il y a des années, déguisé en « vous aider à obtenir un meilleur taux ». J'ai appelé la banque, puis la société de leasing. Voix calme, ton posé. Je leur ai dit que je voulais me retirer, que je ne garantissais plus les dettes de mes parents. Bien sûr, ils n'ont pas déchiré les contrats à la seconde. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais les comptes ont été mis en revue, et je savais ce que cela signifiait. Leurs petits arrangements à taux fixe ne dureraient pas. Des taux variables viendraient, des paiements plus élevés, plus de pression. Pas aujourd'hui, mais bientôt. Et pour une fois, la pression serait sur eux. Pas sur moi. Puis j'ai envoyé un message à mes parents. J'ai sorti les reçus. 850 € pour le billet d'avion de Clara, sa part de l'hôtel et son billet d'entrée au parc. Encore 1200 € pour les frais de groupe que j'avais couverts parce que, apparemment, je gagne plus. 2050 € au total. Court et direct.
Vous avez laissé Clara sur le bord de la route. Remboursez l'argent que j'ai payé pour ce voyage. Pas de fioritures. Pas de point d'exclamation, juste des faits. Le téléphone a sonné 10 minutes plus tard. La voix de maman était cinglante, cassante. Comment oses-tu exiger cela? C'est ta fille. Tu t'attends à ce que nous payions pour elle? J'ai failli rire. Tu veux dire la fille que vous avez abandonnée? Oui, je m'attends à un remboursement. Papa a pris le téléphone, sa colère un instrument contondant. Elle était malade. Elle ne pouvait pas y aller. Alors pourquoi devrions-nous payer? Tu es sa mère. Tu gagnes plus d'argent que nous tous. Et maintenant tu veux que nous payions pour ton enfant? Quelle sorte de famille fait ça? C'était ça. La fureur non pas à propos de l'abandon de Clara, mais à propos de mon audace à leur envoyer une facture. Vous l'avez laissée seule, ai-je dit platement. Ce n'est pas facultatif. Tu ne peux pas juste partir comme ça, a claqué maman. J'ai laissé échapper un rire sec. Qui a dit que je n'étais pas déjà partie? Ça les a arrêtés net. La voix de papa s'est aiguisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas répondu, j'ai juste laissé le silence respirer. Et puis la panique a commencé à s'installer. Le ton de papa a changé, plus incertain. Et le fonds d'urgence? Quoi, le fonds, ai-je dit. Tu vas quand même mettre de l'argent, n'est-ce pas? Non. Un battement de silence. Puis la voix de maman. Plus aiguë maintenant. Cassante. Et les voyages? Tu couvres toujours les voyages. Tu ne peux pas juste arrêter de payer pour les voyages en famille. Regarde-moi faire. Une autre pause. Je pouvais presque les entendre essayer de comprendre. Papa à nouveau. Plus silencieux. Presque trébuchant. Les cautions. Tu n'as pas touché à ça, n'est-ce pas? J'ai passé quelques appels. Silence. Un silence lourd, stupéfait. C'est là que le revirement est survenu. Tu es ingrate, a crié papa, désespéré maintenant. Nous t'avons élevé. Nous nous sommes sacrifiés pour toi. Tu nous dois. La carte de la culpabilité, l'heure à deux piques. J'ai failli sourire. J'ai payé cette soi-disant dette toute ma vie d'adulte, des milliers dans vos voyages, des centaines chaque mois dans votre fonds. J'ai cosigné votre maison, votre voiture. J'étais votre filet de sécurité. J'ai laissé les mots en suspens. Les laisser s'enfoncer. Et je viens de couper le cordon. Rien. Pour une fois dans ma vie, il n'avait pas de mots. Quand j'ai raccroché le téléphone, mes mains ne tremblaient pas. Ma poitrine n'était pas serrée. J'avais l'impression d'avoir enfin déposé un poids que je portais depuis l'enfance, un poids que je n'aurais jamais dû recevoir en premier lieu. La pièce était silencieuse, juste le bourdonnement du réfrigérateur et le léger grattement du crayon de Clara depuis le canapé. Elle a levé les yeux quand je suis rentrée, les yeux grands ouverts. C'était eux, a-t-elle demandé. Oui, ai-je dit. Ils ne sont pas contents. Ses petites épaules se sont recroquevillées. Sont-ils toujours fâchés contre moi? Je me suis accroupie jusqu'à ce que nous soyons face à face. Non, ai-je dit, calme et certaine. Ils sont fâchés contre moi. Et c'est exactement comme ça que ça devrait être. Quelque chose dans son visage s'est adouci. Un petit sourire, fragile mais réel, a tiré le coin de sa bouche. Je savais que la tempête n'était pas passée. Elle avait juste changé de direction. Ils étaient en colère maintenant, mais bientôt ils seraient désespérés. Ils se battraient. Ils le faisaient toujours. Je pensais que le silence après notre dernier appel durerait un moment. Je pensais que peut-être ils seraient trop stupéfaits pour riposter à nouveau. Mais mes parents ne font pas dans le silence. Ils font du théâtre. Et cette fois, leur scène était le tableau d'affichage de l'église, le groupe de discussion familiale et le groupe Facebook du quartier. Le titre de leur performance, Les pauvres de nous. Le premier message que j'ai vu était dans le groupe de discussion familiale. Notre fille Delphine nous exige de lui rembourser plus de 2000 € pour le voyage de Clara. Clara est tombée malade.
Elle ne pouvait pas y aller. Et maintenant, Delphine s'attend à ce que nous couvrions la totalité des frais. Elle gagne bien plus d'argent que nous. Mais maintenant, elle refuse de contribuer au fonds d'urgence familiale ou aux dépenses familiales. Priez s'il vous plaît pour qu'elle retrouve la raison. Une capture d'écran de mon message, recadré, était jointe. Juste la ligne où je leur demandais de rembourser l'argent. Aucune mention de Clara laissée sur le bord de la route. Les commentaires sont arrivés rapidement. Une cousine, 2000 €? Sérieusement, Delphine? Une tante, tu as toujours été dramatique. Comment peux-tu traiter tes parents de cette façon? Même un ami de l'église, nous prierons pour la réconciliation. Je fixais l'écran, un rire m'envahissant, aigu et amer. Seuls mes parents pouvaient abandonner une enfant sur une route vide et trouver encore un moyen de me faire passer pour le monstre. J'ai tapé ma réponse lentement, avec soin. Clara n'était pas malade. Elle avait le mal des transports. Ils l'ont laissée sur une route vide, m'ont envoyé une épingle de localisation et sont partis en voiture. Elle a attendu 20 minutes seule jusqu'à ce que je vienne la chercher. Pas d'émotion, pas de point d'exclamation, juste des faits. Et pourtant, le débat s'est divisé. Certains, c'est horrible, Delphine. Je te crois. D'autres, ça ne ressemble pas à tes parents. Pourquoi ferait-il ça? Le doute planait. Parce que c'est ça avec mes parents. Ils étaient passés maîtres dans l'art de déguiser la cruauté en pragmatisme. Ils le faisaient toute ma vie. Puis est venue la faille dans leur performance. Papa, dans toute sa sagesse autoproclamée, n'a pas pu résister. Il a tapé une réponse, pensant probablement qu'il gagnait des points. Toute personne rationnelle l'aurait fait. Nous avions un vol à prendre. Elle était malade. Nous ne pouvions pas risquer les autres enfants. Nous n'avons pas eu d'autre choix que de faire ce que nous avons fait. Je l'ai lu 2 fois, 3 fois. Mon estomac s'est retourné, non pas de peur, mais de satisfaction, parce que c'était là, par écrit. Leur confession déguisée en logique et le vent a tourné. Le groupe de discussion a explosé. Vous l'avez laissé. Vous l'avez réellement admis. Le mal des transports n'est pas contagieux. Comment avez-vous pu? Les captures d'écran ont volé. Les voisins ont republié. Même des gens en dehors du fil de discussion familiale l'ont vu avant que mes parents ne réalisent leur erreur et suppriment le message. Trop tard. Internet n'oublie jamais. Le dimanche, les rumeurs ont atteint l'église. Je n'y suis pas allée. Je n'y vais jamais. Mais des amis m'ont envoyé des messages. Ta mère a essayé de témoigner, mais ils lui ont dit que ce n'était pas approprié. Les gens ne leur serraient même plus la main. Ils sont partis avant la fin du service. Toutes ces années qu'ils avaient passées à polir leur image de pilier de la communauté, réduite à néant par une seule phrase. Toute personne rationnelle l'aurait fait. J'ai presque eu pitié d'eux. Presque. Puis est venu le deuxième coup d'éclat. Une capture d'écran est apparue dans le groupe familial. 2050 € transférés sur mon compte. Légende, même si nous avions déjà payé la place de Clara, Delphine a exigé un remboursement. Le voici. Preuve que nous avons payé. Pendant un instant, ça a marché. Un oncle a écrit, eh bien, au moins ils t'ont remboursé. Ça montre de la bonne foi. Une cousine a ajouté, cela prouve qu'ils essaient, Delphine. Peut-être devrais-tu laisser tomber maintenant. J'ai levé les yeux au ciel si fort que j'ai cru qu'ils allaient rester bloqués. Alors, j'ai sorti ma propre pile de reçus. Fonds d'urgence, 600 € par mois, 5 ans. Voyage en famille, 1500 à 2000 € à chaque fois, plusieurs fois. Co-signature de prêts immobiliers et de leasing automobile, autre petit extra qui n'était jamais petit. Total, plus de 40 000 € au cours des 5 dernières années. J'ai posté la photo, j'ai joint une légende simple. Il ne s'agit pas d'un seul voyage. Il s'agit d'une vie entière où je les ai portés. Et puis j'ai fermé mon téléphone. Je l'ai posté et j'ai fermé mon téléphone. Non pas pour regarder le feu d'artifice. Je n'en avais pas besoin. La vérité ne crie pas. Elle attend. Et puis elle voyage.
De petits fragments ont commencé à me parvenir. Un ami d'un ami a transféré une capture d'écran. Ils ont supprimé ça, mais tout le monde l'a vu. Quelqu'un d'autre a mentionné qu'ils avaient essayé de parler à l'église, mais que la pièce était devenue silencieuse. Le voisin d'une cousine m'a écrit en privé. Les gens ne les voient plus de la même façon. Je n'ai pas eu à courir après. L'histoire est venue à moi de toute façon. C'est ça, une réputation. Il faut des décennies pour la polir et seulement quelques minutes pour la fissurer. Et cette fois, c'était eux qui tenaient le marteau. 6 mois plus tard, je n'avais pas besoin de demander des nouvelles. Elles venaient à moi de toute façon. D'abord, les finances. Un cousin a mentionné qu'ils avaient perdu leur taux fixe. Le prêt immobilier a grimpé en flèche. Le paiement de la voiture a doublé et sans mes contributions mensuelles, les comptes ne fonctionnaient tout simplement pas. Les factures s'accumulaient. Ils ont paniqué. Puis est venue la voiture, saisie en plein jour. Les voisins ont regardé derrière leurs rideaux, et dès le lendemain matin, tout le monde en ville le savait. Après ça est venue la maison. Un autre membre de la famille m'a envoyé une photo, un panneau, à vendre, planté dans leur pelouse parfaite. Ils ont vendu rapidement pour moins que ce qu'ils voulaient. Des cartons emballés, un déménagement discret, pas d'adieu. Et socialement, ils n'avaient pas besoin d'être bannis. Ils ont simplement été effacés. Les invitations ont cessé d'arriver. Dîner, anniversaire, rassemblement à l'église, disparu. Les gens sur lesquels ils s'appuyaient autrefois traversaient la rue au lieu de dire bonjour. Pièce par pièce, ils sont devenus des fantômes dans leur propre ville. Pendant ce temps, Clara s'épanouissait. Nous avons enfin réservé le voyage qu'elle avait tant réclamé. Disneyland Paris, cette fois avec moi et mon mari à ses côtés. Elle a crié de joie quand nous sommes arrivés, sautillant sur son siège. En la regardant rire alors que nous traversions les portes, j'ai pensé, chaque euro que je gaspillais autrefois sur reconstruit maintenant sa joie à la place. Son rire était le son de la liberté. Mais la vraie surprise est venue plus tard. J'avais entendu des rumeurs au début. Des proches laissaient entendre que mes parents s'appuyaient plus lourdement sur mon frère maintenant. Avec mon départ, ils supposaient qu'il interviendrait. Ils s'attendaient à ce qu'il ouvre son portefeuille, les sauve, porte le fardeau. Mais quand les demandes ont commencé, il n'a pas payé. Et quand les ragots se sont répandus, il ne les a pas défendus. Parce que l'argent n'était plus le seul problème. Ils ne luttaient pas seulement. Ils étaient des parias. Et ils n'allaient pas s'attacher à des navires qui coulent. Alors l'enfant prodige, le fils autour duquel ils avaient construit tout leur monde, a discrètement coupé le cordon, lui aussi. Pas de soutien, pas de défense, pas de visite, rien. Ce n'est pas la loyauté qui le guidait. C'était la préservation de soi. Et juste comme ça, les parents qui se vantaient autrefois de leur fils parfait se sont retrouvés sans personne. Ni leur église, ni leurs amis, pas même lui. Juste le silence.